coin du bois, de manière tout aussi simple que celui qui est dans une impasse de rue. Donc il faut aussi essayer de varier un petit peu tout ça, ou d'y aller à plusieurs, à la limite, des choses comme ça, ou à des heures où il ne fait pas nuit. Vous voyez le genre, des choses en tout cas qui diminueraient le risque de la zone, ou des habitudes. Alors, ce faisant, il passe d'un environnement plutôt à bas risque pour la victime. Ah, excusez-moi, oui. Le parcours étant généralement bien éclairé, puis à l'intérieur de l'immeuble, jusqu'à la porte de l'appartement ou leur garage, souvent mal éclairé. Ce faisant, il passe d'un environnement plutôt à bas risque pour la victime, une voiture, un passant, la police risquant de surgir, à un environnement plutôt à haut risque, lieu clos, mal éclairé et plus isolé. Cette phase pratique, pour savoir notamment où elle habite, où il pourrait frapper, eh bien, est aussi une phase cruciale d'observation. Tous les comportements de la victime, alors, son allure, sa démarche, ses interactions avec son environnement, etc., sont analysés avec soin. Ils lui permettront déjà d'évaluer sa personnalité pour optimiser les résultats de son attaque. Donc même, j'entends bien, ça vous pouvez aussi comprendre, c'est qu'on peut avoir des criminels qui prennent, imaginons, une semaine de surveillance, d'observation, à scruter ses victimes, à la traquer, à être un voyeuriste de première, à en faire ensuite une bonne synthèse fort des éléments récoltés. Mais vous pouvez avoir aussi la version Guy Georges, la version profileur tueur en série, consistant à observer une personne et à la très rapidement, savoir en gros à qui il a affaire. Et au-delà, en la suivant, c'est ça aussi qui est intéressant, en la suivant, il observe sa démarche, il observe donc la manière dont il regarde ou pas certaines choses. Vous savez, c'est presque pareil si vous rentrez dans un centre commercial, vous êtes un vendeur même d'un magasin, et vous regardez le client qui rentre. Vous faites ça pendant une semaine, vous verrez vraiment vous changer votre vision du client, parce qu'il y a vraiment des gens, rien qu'en les regardant, on dit « Ah, celui-là, il est hésitant. Ah, celui-là, vraiment, il a de l'argent. Ah, celui-là, il n'aime pas qu'on le dérange, on peut le laisser tranquille. Ah, celui-là, c'est un amicato qui va me pomper avec 10 000 questions, etc. etc. » Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Et donc, quand on a vraiment l'habitude de ça, imaginez que vous le mettez en œuvre cette fois-ci, version force de vente, version force criminelle. Force esprit criminel, force pure en soi. Donc tous les comportements de la victime, son allure, sa démarche, je dis, ses interactions sont passées au crible. Reste à se faufiler derrière la victime, à son insu, le plus souvent, alors qu'elle rentre dans son immeuble. Toutefois, plus le temps passe, plus Guy Georges semble vouloir converser ou se rapprocher physiquement de sa victime dès ce moment-là. Exemple, la doubler, l'attendre près de sa porte, demander les clés de la porte, dire bonsoir, répondre toi à la question que voulez-vous, demander une cigarette, bousculer quelque peu. Bref, il aime, vous voyez, malgré tout, avoir un petit temps comme ça avant l'attaque. Mais dans les premiers temps, c'était je surgis dans le dos de la personne en l'obligeant à rentrer, on va voir, dans son immeuble. Alors, c'est là où, dans cette phase, disons, d'attaque par surprise, on n'est pas dans le plus organisé des criminels. Parce que le plus organisé des criminels, c'est un kidnappeur. C'est-à-dire que non seulement on n'aurait pas eu de cadavre, non seulement on n'aurait pas eu de scénario suffisamment établi, je dirais, permettant de reconstituer ce qui s'est passé avec la victime, mais on aurait donc un scénario qui se limiterait finalement à une forme de disparition. Mais si il en vient à la suivre, c'est qu'il y aura sans doute des témoins pour le voir, il y aura une vidéosurveillance pour le voir, il y aura plein de choses, vous voyez, qui permettront de flécher un petit peu sa manière d'être et de faire, sans parler de déduction toute simple. On le voit suivre, et puis on sait qu'elle va retrouver au final dans son appartement crucifié. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû forcément rentrer par la porte côtière pour la suivre et puis la prendre par surprise. Et donc tout ça, on ne l'aurait pas si on avait juste un enlèvement. Il enlève la personne, c'est un temps donné, c'est rapide et efficace, et ensuite il fait tout ce qu'il veut à l'insu des autres dans un autre lieu. Donc là, c'est pas vraiment organisé. C'est le tracker. C'est quelqu'un qui piste en fait sa victime jusqu'à se rapprocher d'elle de plus en plus et la serrer c'est vrai, l'endroit le plus convenable pour lui à cet égard. Parce qu'au début, il agresse des femmes pour lui voler l'argent. Il est très violent. Si, non, ça, je crois pas. Si, on l'a ici. Le 6 février 1979, il a agressé la jeune Pascal C.
après qu'il soit descendu de bus. Les sourires aux lèvres, il l'a suivi jusqu'au bois, la poussa au sol, exigea son argent, et puis tenta... Oui, mais ça, c'est une affaire... Oui, comme ça, c'est trop tôt et c'est hors sujet pour l'instant. C'est que c'est une affaire qui n'intervient avant la série criminelle. Ce n'est pas une affaire dans la série criminelle. Elle est donc annonciatrice, etc. Mais il voulait sans doute l'argent, d'accord. Mais on va voir donc en quoi cette affaire est intéressante comme annonciatrice en détail tout à l'heure. Au final, il y a à ce stade scène de crime multiples. Selon la terminologie de l'IA, c'est-à-dire que le lieu de rencontre visuelle entre l'auteur et sa victime est différent du lieu d'agression, dans la rue, et de ce qui s'en suivra. Effectivement, il la rencontre à un moment donné dans un quartier, et puis il va ensuite l'agresser chez elle. C'est déjà deux lieux différents, évidemment. Toutefois, la véritable agression physique démarre à l'intérieur de l'immeuble, et le plus souvent devant la porte d'entrée de l'appartement des victimes, sachant que le viol et l'homicide auront lieu à l'intérieur du même appartement. On peut donc considérer que le lieu de rencontre physique, cette fois-ci, est presque le même que le lieu du crime. En tout cas, le lieu d'agression avec le lieu d'homicide. C'est l'appartement de la victime, d'ailleurs, le plus souvent. Ce qui renvoie davantage à un profil de tueur mixte, à moitié organisé, à moitié inorganisé, qui correspond bien à la personnalité plus narcissique et surtout psychopathique de Guy Georges. En tout cas, pour moi, il y a un volet psychopathique évident, mêlé de pulsions sexuelles plus ou moins pressantes, plutôt inorganisées. C'est donc important de dire ça, pourquoi? Parce que quand on a détecté qu'on a affaire à un profil mixte, on doit se focaliser sur les éléments inorganisés. C'est là où il va faire des erreurs, c'est là où on risque de le pister nous-mêmes davantage. On sait qu'un inorganisé, il marche beaucoup. Il n'a pas souvent d'un véhicule pour aller chercher ses victimes. On sait que quelqu'un d'inorganisé, c'est une pulsion sexuelle très forte qui souvent mobilise dans ses fantasmes. Et qui donc le prendra plutôt dans une chasse à court sur une zone, disons, de faible distance, plutôt que d'aller chercher les scènes de crime sur plusieurs dizaines de kilomètres, parfois des pays différents. C'est aussi un individu qui peut, après le crime, parler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut, à un moment donné, s'épancher sur ce qu'il a fait, ça me plaît pas, ça me plaît beaucoup, voilà, il peut en tout cas se révéler être quelqu'un qui revendique même inconsciemment ce qu'il a fait auprès de proches ou d'amuse-gueule dans un bar où il a fini sa soirée. Bon. Donc tout ça, ça nous aide de savoir. Enfin, cette démarche permanente de rentrer dans un immeuble, dans l'appartement, dans l'intimité de ses victimes, puis de les voler, s'inscrit clairement, nous allons voir, dans une logique de cambriolage et de vol. Voilà. Les antécédents en la matière doivent être recherchés dans ce cas, dès 79 en l'occurrence. Ça, c'est très important. C'est-à-dire le fait de vouloir rentrer, c'est fort quand même, rentrer avec la victime dans son appartement. C'est vraiment une logique de pénétration, voilà, visuelle, physique, symbolique, matérielle, tout y est là. C'est pas voilà, je t'attendais dans l'appartement, c'est je rentre avec toi. Donc là, la logique de cambriolage, c'est vrai qu'elle est assez patente. En tout cas, on doit y penser parmi les premières hypothèses. On peut également y voir le besoin inconscient de sortir des quatre murs de son foyer d'adoption, puisqu'il s'est senti inexistant et castré pour exister et s'affirmer au domicile de ses victimes. Vous voyez si c'est important ça. Pourquoi il y a des gens à un moment donné qui veulent absolument foncer, être des TGV, et aller dans d'autres pays, sortir un petit peu de leur pays, de leur truc, etc. Parce qu'ils se sentent inexistants là où ils sont. Ils veulent exister là où ils pourront être quelqu'un. Alors ce côté un peu voyageur, ce côté un peu, vous voyez, mobilisateur, animateur, même je dirais, de vouloir transformer les autres à tout crin, sauveur du monde, sauveur de la veuve et de l'orphelin. Mais vous voyez, si vous êtes un peu dans ce genre-là, mais c'est que vous êtes vous-même à sauver. D'abord. Et que vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au summum de votre connaissance de vous-même afin de vous calmer et de canaliser le meilleur de vous-même au service des autres. Oula, silence de mort. On touche du doigt là. La conscience est passée. Pendant le crime. Oui, il y a une question peut-être. Alors, ce que je voulais dire, qui a bien fait... sûr, Paola, légendaire. Légendaire. Mais il commis sa quatrième agression sur une femme, alors il n'est pas majeur,
Et alors qu'elle rentre chez elle le soir, toujours pour voler son sac. Mais la violence, parce qu'il la pousse, la frappe, avec une incroyable violence. D'ailleurs, 10 jours plus tard, il recommence pour la même raison avec un couteau. Il vient arrêter et les psychiatres disent immature, instable, impulsive, état dangereux et criminologique, pouvant donner lié à des explosions pulsionnelles d'autant plus violentes qu'elles l'ont été longtemps réprimées. À partir de là, qui fait... ça me complexifie la vie. Qui ressort après un an, et là, il va recommencer en fait avec les viols. Ça veut dire qu'il va avoir les viols et la violence. À partir... Oui, vous voulez dire qu'il y a eu des vols, voilà. des circonstances aggravantes, il s'est mis ensuite à monter en puissance dans les viols. Reçu 5 sur 5. On voit l'escalade criminelle. Oui, c'est plus simple de dire comme ça. C'est ça. Reçu 5 sur 5. Pendant le crime maintenant. Pendant le crime. Alors là, c'est des choses que vous ne savez pas. Vous allez vraiment découvrir, hein, je pense, ce qui s'est malheureusement passé. Guy Georges attaque généralement ses victimes par surprise. Attaque éclair en se précipitant derrière elle. Alors qu'elle lui tourne le dos. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Oui. Alors, plusieurs hypothèses, là. Non, qui fait ça? Les femmes. Pardon? Les lâches. Sortez les fouets. Lâchez-vous. Il déteste, attendez, il déteste les femmes, mais... Il est lâche. Bien sûr, c'est une forme de lâcheté. Quand vous êtes en face de quelqu'un et que vous avez quelque chose à lui dire, on dit souvent comme un homme. Bon, eh ben, effectivement, vous assumez, vous dites les choses ouvertement, voilà. C'est une forme de courage, de détermination, d'engagement, de volonté, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est pas lâche. Mais quand vous prenez une personne regardez devant vous là, vous savez même pas, il y a quelque chose qui va arriver, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, mais vous ne savez pas quoi. Et en plus, vous prenez la plus gentille, la plus vulnérable. Oh mon Dieu! Et vous le faites des petits guillis. Alors, là en l'occurrence, je dis, c'est pas possible. C'est un lâche qui fait ça. Alors, il faut dire que pendant un an, avant de passer à cette escalade des viols criminels, après avoir effectué un an dans une prison, en sortant, il a vécu des vols, des prostitutions homosexuelles. Et il a quel rapport avec la lâcheté? Il a un rejet pour les femmes, parce que là, nous avons que des viols des femmes après, pas d'hommes. Ça veut dire que l'escalade criminelle, c'est les viols et la violence sur les femmes. Il déteste les femmes, parce qu'il a un problème des rejets de la mère depuis tout petit. C'est le point de départ, c'est ça. À partir de ça... Je comprends pas là. Voilà. Je vais essayer de vous le dire avec toute bienveillance. Tout ce que vous me dites en général, depuis qu'on se connaît, hein, c'est bien. Au sens... c'est pas moi, c'est ce que Marc. Oui, non, mais vous reprenez des passages qui vous semblent intéressants à relayer auprès des autres, rien à dire. Mais, comment expliquer cette habitude que vous avez de lancer une information, en fait, qui peut ne pas être en rapport direct avec ce que nous sommes en train de dire, et qui donc peut, à cet égard, rendre un petit peu plus difficile ou compliqué la compréhension à cet égard. Ce que je vais essayer de faire avec vous, si vous le voulez bien, c'est quand vient le moment, par exemple, de la vie de Guy Georges, dont vous avez parlé tout à l'heure, je vais vous laisser la parole à ce moment-là. Lorsque vient le moment, effectivement, de l'escalade criminelle, de la montée en puissance, hein, de la délinquance, etc., là aussi, je vous laisserai la parole. Mais essayons, dans la mesure du possible, de garder le fil conducteur, si vous le voulez bien, hein, ensemble de la démonstration, pour qu'on ne puisse pas s'y perdre trop, et qu'on puisse garder une cohérence tous ensemble. Ça nous va? Ça vous va? Cool. Alors, il attaque, je disais, ses victimes par surprise, attaque éclair en se précipitant derrière, alors qu'il lui tourne le dos. Donc on sait que c'est lâche. Donc là, c'est à côté inorganisé. À moins qu'on voit l'attaque par surprise comme justement le fait de quelqu'un d'organisé qui veut stratégiquement s'en prendre à quelqu'un qui ne résistera pas. Et il y a l'organisé challenge et l'organisé lâche.
Effectivement, les deux peuvent être. Mais le plus organisé, c'est celui qui a le challenge. Voilà ce qu'on pourrait dire. Ça ne peut pas être un mode opératoire. L'attaque est claire derrière, la victime, tout ça. Bah, c'est un mode opératoire, forcément. Mais dans ce cas, est-ce que la lâcheté aussi, c'est un mode opératoire? C'est mode opératoire. Ah, d'accord. Elle est en premier. Ok. Non, mais c'est ça, rien à dire. C'est-à-dire que essayez parfois de vous mettre 30 secondes à la place de l'acte, sans vivre évidemment, mais l'acte criminel. Si vous arrivez par derrière de quelqu'un, vous faites ça comment et pourquoi? Parce que vous voulez le prendre par surprise. Donc soit c'est une bonne surprise en disant coucou, c'est moi qui là. Ou alors c'est je vais te maîtriser hein, parce que tu me fais chier. Ou... Bon, mais est-ce que c'est plus courageux ou moins courageux que quelqu'un qui arrive face à face et qui le regarde droit dans les yeux et qui dit t'es comme ça ou t'es pas comme ça? C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire on doit reconnaître qu'il y a moins d'organisation avec un tel comportement que le face à face, le défi, le challenge, l'aspect frontal de la relation. C'est aussi une façon de ne pas être vu. Oui. C'est agir en tout cas à l'insu des autres. Il y a un petit côté voyeur. Le voyeur c'est ça, hein, c'est voir sans être vu. Donc agir au bout du compte sans avoir de résistance. Si on continue la logique de le acting out. D'ailleurs, ce comportement se dessine le souci de contrôler rapidement sa victime. Une raison pratique. L'excitation de la surprise. Raison psychologique active. Et la lâcheté de ne pas agir de face. Ça, c'est la raison psychologique passive. Voilà. Peut-être que le fait de tourner le dos, comme on le dit souvent chez nombre de criminels sexuels violents, représente pour lui une symbolique de déni, de rejet de la personne. C'est vrai que si vous attaquez une personne de dos, elle est un peu dépersonnalisée, voire même sexualisée. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la personne, vous voyez sa chevelure, vous voyez son dos et ses fesses, vous avez éventuellement, vous voyez, on parlait de bottines tout à l'heure, donc des choses un peu plus talons hauts, ou mettant un petit peu en hauteur par rapport à cela, vous voyez tout de suite effectivement que si vous avez une personne de face, vous avez une personne, vous avez un visage, vous avez quelque chose en tout cas qui va bien au-delà de son apparence vestimentaire. Bon. Alors que si vous la prenez vraiment de dos, voilà, il y a la morphologie, il y a l'attitude, il y a le vêtement, il y a aussi éventuellement un profil sexuel qui peut se dessiner dans le regard de ce criminel. Et donc c'est en faire l'objet de ses désirs. C'est ça, elle est plus objectalisée, plus chosifiée, plus déshumanisée. Elle déclencherait, mobiliserait ou accélérerait, ce qui serait davantage le cas ici, le passage à l'acte. Mais le plus évident semble être le besoin qu'il a de dépersonnaliser, de chosifier la victime, du fait que le visage, la partie la plus représentative et la plus expressive d'une personne, n'est pas visible lors de l'attaque éclair. En résumé, le chasseur tombe sur sa proie à revers et la piège par surprise. Un tel comportement n'est pas nouveau. Dans les années 76, alors qu'il a 13 ans, il se glisse derrière sa sœur de lait handicapée, Roselyne, et tente de l'étrangler. Derrière sa sœur. Il l'étrangle par derrière. Et elle est handicapée. À l'entendre, il l'aimait bien. Il ne se souvient pas avoir été énervé ou contrarié par quoi que ce soit. Nous en doutons. D'autant qu'en 1978, il prendra plaisir à se cacher dans le noir pour surprendre le personnel féminin du foyer où il séjournait. Vous savez, c'est quand même aussi intéressant ça, les personnes qui mènent dans des cache-cache. Hein. Les cache-cache entre les enfants, il y a les cache-cache normaux entre les enfants, les petits garçons, les petites filles, vous imaginez bien. D'accord? Et puis après, si vous observez bien, il y en a qui vraiment prennent un malin plaisir à sortir de leur boîte comme un diable, vous voyez, comme un ressort sur... et pouf, comme ça, et vraiment, ils font peur. Hein, et comme il faisait, peut-être venir, souvenez-vous, lorsqu'il déposait auprès de sa nièce de mémoire, ou des petites jeunes femmes, une jeune fille qui venait une dizaine d'années chez son père, qui est en fait son grand-père, comme vous savez, eh bien, elle dormait, elle faisait sa sieste, et puis elle se réveillait, et il y avait des couteaux dont la pointe était dirigée, hein, disposée tout autour du corps, sans toucher le corps, mais les points du couteau dirigées vers la personne. Elle se réveillait, puis elle voyait des couteaux, tous les couteaux, hein, enfin, en quelque sorte, cernés par les couteaux, elle regardait bien, et l'autre, tête bonnie. C'est ça. C'est le plaisir de surprendre la personne en lui faisant symboliquement du mal, en tout cas. Vous pouvez faire peur, c'est faire du mal.
Vous pouvez cerner avec des couteaux, c'est faire du mal symboliquement. Oui, mais évidemment, donc la prendre par derrière et l'étrangler, c'est lui faire du mal physiquement, directement, personnellement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? L'approche psychanalytique de Miki Pistorius apporte dans son domaine un éclairage intéressant. Là, vous allez... Alors là, Paola, tu peux commenter avec joie tout ce que tu vas lire, en plus de ce qui te semble bon de faire. D'accord? L'approche psychanalytique de Miki Pistorius, on sait que Guy Joffre a manqué d'amour, en particulier d'amour maternel, dès son plus jeune âge. À sa naissance, le 24 novembre 1962, sa mère biologique, Hélène, et on se souviendra qu'il y a aussi une Hélène dans l'équipe, se trouve dans une situation sociale précaire et entretient des relations tendues avec ses parents. Son père biologique, Georges, l'abandonne à sa mère sans laisser d'adresse. Il semblerait qu'il ait été cuisinier sur une base de l'OTAN, marié aux États-Unis et ne pouvant avoir d'enfant avec son épouse. Le 24 novembre 1962, Hélène décide de le confier à une nourrice, laquelle refuse de le garder, faute de rémunération. À partir du 2 janvier 1963, il est laissé à une autre nourrice, qui, ne recevant que 3 ou 4 visites de la mère et n'obtenant aucun paiement, eh bien, alerte finalement les services de la DAS. Le 9 mai 1963, il est admis en qualité de recueilli temporaire au foyer de l'enfance à Angers, puis le 4 juin 1963, en placement provisoire chez les époux Morin. Là, ça fait un peu Cosette dans Les Misérables. Vous voyez. Or, le 14 septembre 1965, Hélène se présente à la DAS et affirme vouloir se marier aux États-Unis. Elle souhaite que son fils soit placé en région parisienne afin de le voir plus souvent. Pourtant, elle ne donne aucune suite à cet entretien et ne répond pas au dernier courrier envoyé par la DAS, dont elle signe pourtant l'accusé de réception, l'informant que seule une réponse de sa part pourrait empêcher que l'abandon de son fils soit définitivement constaté. Donc là, on peut dire que non seulement son père l'a vraiment abandonné, il ne la verra plus jamais de toute sa vie, mais également donc, sa mère a peut-être eu un petit regret, là, quelque chose qui s'est passé à voir, mais enfin elle n'a pas suivi malheureusement, et donc il se retrouve livré à lui-même. J'insiste lourdement, mais vraiment lourdement, sur la nécessité impérieuse de donner de l'amour à ses enfants, quelle que soit l'origine adulte de cet amour. Si mère et père sont dysfonctionnants ou absents, rien n'interdit une alternative sérieuse du même genre d'un adulte qui soit un oncle, un grand-père, un grand frère, un tuteur, un curateur, quelqu'un en tout cas de bien, même un charitable chrétien ou autre croyant qui pourrait aider fraternellement son prochain pour lui donner cet amour. Si cet enfant a cette alternative, il pourra en tout cas reconstruire progressivement le stockage d'amour et d'estime de soi dont il a impérativement besoin. S'il n'a pas ça, et si cela se cumule dans le temps,